De retour sur le plateau de Toujours Debout, merci d'être resté avec nous pour cette deuxième partie d'émission et bonsoir si vous nous rejoignez. Dans cette première partie, nous reviendrons sur le sort de Georges Ibrahim Abdallah, détenu depuis 40 ans en France, et dans une seconde partie, nous parlerons de cette nouvelle motion de censure contre le gouvernement Bayrou en place depuis décembre 2024. C'est parti pour le fond de l'info. Avec nous ce soir, Elsa Marcel, avocate et militante pour Révolution Permanente. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu Slama, essayiste et intervenant régulier sur Le Média. Bonsoir. Bonsoir. Et Paul Melun, qui nous rejoindra un peu plus tard dans l'émission, qui est essayiste. Donc nous reviendrons, comme je l'ai annoncé, sur la décision de la Cour d'appel concernant le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Georges Abdallah est incarcéré depuis plus de 40 ans en France. Il est libérable pourtant depuis 1999, mais ses demandes de libération ont toujours été rejetées. En novembre 2024, un tribunal avait accepté sa libération sous condition de quitter la France, mais le parquet national antiterroriste a fait appel, bloquant ainsi cette décision. On écoute tout de suite Maître Jean-Louis Chalancé, son avocat, sur la décision de la Cour d'appel de Paris de reporter au 19 juin prochain sa décision sur la libération de Georges Abdallah. Quel a été le verdict de la Cour d'appel ? Écoutez, ils ont trouvé une nouvelle difficulté. Ils sont favorables à sa libération, mais ils ajournent la décision au mois de juin parce qu'il n'a pas indemnisé les États-Unis comme victime. C'est assez particulier. Je n'ai pas le montant de dommages-intérêts, mais je ne pense pas qu'ils demandent qu'ils payent tout, mais qu'ils payent une partie. Donc c'est un peu particulier. J'ai jamais vu une décision dans ce sens-là. Ils reçoivent la demande de libération conditionnelle, ils l'acceptent à la condition que, et ils nous redonnent 4-5 mois de prison pour qu'il ait le temps de payer. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'étais un peu surpris, si vous voulez. D'une part, j'étais quasiment certain qu'il serait libéré, mais d'après les échos que j'avais, mais bon. Mais peu importe, cette décision, c'est vraiment... bon, ils admettent, mais ils veulent absolument... encore une fois, céder aux États-Unis qui s'opposaient, notamment sur ce point qu'il n'a pas indemnisé les États-Unis. Alors, on vient d'écouter l'avocat de Georges Abdallah. Comment est-ce que vous réagissez justement à cette décision ? Moi ? Comme vous voulez. Moi, je partage l'étonnement de Jean-Louis qui était juste avant là, dans l'extrait vidéo, parce que il faut quand même comprendre un petit peu d'où ça vient, ce combat pour la libération de Georges Abdallah. Vous le disiez en introduction, c'est le plus ancien prisonnier politique d'Europe. 41 ans, c'est pas rien. Hein. C'est contraire tout simplement aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère qu'au-delà de 40 ans, c'est un traitement inhumain et dégradant. Et puis surtout, l'histoire de Georges Abdallah, moi, c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup. J'ai la chance de pouvoir me rendre au parloir à la centrale de sécurité de Lannemezan régulièrement. Et puis par ailleurs, je pense que ça permet sur un terrain plus politique de montrer ce que c'est que le vrai visage des démocraties libérales, des démocraties qui n'ont en réalité à peu près aucun principe, parce que Georges Abdallah, son histoire même depuis le premier jour, c'est celui d'un véritable scandale d'État, avec un procès truqué, puisqu'en fait son avocat c'était un membre de la DGSI, donc qui était quand même payé par le gouvernement pour le trahir, tout simplement. Je ne sais pas à quelle autre occasion c'est arrivé. Il y a une campagne médiatique rempli de calomnies et de fake news qui ont vraiment essayé de préparer l'opinion publique et de l'hystériser pour aboutir à sa condamnation. Et puis aujourd'hui, c'est le plus ancien prisonnier politique d'Europe, dans un contexte où effectivement il y a eu une dizaine de demandes de libération conditionnelle. Et puis surtout, quelque chose qu'il faut dire, c'est que s'il est enfermé, c'est vraiment pour sa position politique. Personne ne le nie. C'est-à-dire que il faut lire déjà les motivations du parquet national antiterroriste, qui explique que le problème, c'est que c'est en réalité une figure tutélaire de la cause palestinienne en France. Il faut lire la décision du gouvernement américain qu'ils ont produit juste avant l'audience d'appel, puisqu'effectivement, le 15 novembre 2024, le tribunal d'application des peines de Lannemezan, dans la prison, a décidé de sa libération conditionnelle. Le parquet a fait appel. À l'occasion de l'audience d'appel, qui était le 19 décembre, le gouvernement américain a produit une note qui consiste à dire « Nous, le problème qu'on a avec Abdallah, c'est qu'il continue de contester l'occupation de son pays. » Donc, on voit qu'en réalité, l'acharnement de l'État français, main dans la main évidemment avec Israël et les États-Unis, c'est l'acharnement contre la cause palestinienne et contre le fait de ne pas renoncer à dénoncer l'occupation et dénoncer la politique coloniale des puissances impérialistes. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement significatif. Et pour revenir à la décision, pour moi, c'est une décision, Jean-Louis dit mesquine, je suis d'accord, je dirais même perverse, voire absolument scandaleuse, parce qu'ils reconnaissent
que c'est pas possible de le laisser enfermer plus longtemps. Il considère que son incarcération, elle est trop longue, mais il trouve encore une manœuvre pour le maintenir en détention quelques mois de plus. Il a 73 ans, au motif qu'il faudrait indemniser les parties civiles. Parmi les parties civiles, justement, je rappelle qu'il y a les États-Unis. Donc en fait, on demande à un homme de 73 ans qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison d'indemniser la première puissance mondiale. Non seulement c'est une aberration du point de vue des ressources financières, mais idéologiquement, il faut comprendre ce que ça représente. On veut l'écraser politiquement jusqu'au bout pour qu'en fait, il finance un pays qui est responsable du bombardement en réalité et du massacre qui se produit aujourd'hui à Gaza. Donc c'est vraiment ça qui se joue. Et ce que je voudrais dire ce soir après cette décision, c'est que le combat pour la libération de Georges Abdallah, il continue. La mobilisation, il faut continuer de l'intensifier, de l'élargir, de la maintenir. Et ça se voit que c'est un bras de fer qui va au-delà d'un débat juridique, parce que le débat juridique, il est tranché et retranché. C'est en réalité une question démocratique élémentaire. Donc c'est bien une question politique, et ce qui se joue, c'est le droit de dénoncer un génocide, de soutenir la cause palestinienne et de militer aujourd'hui sur le terrain anti-impérialiste. Un avis, Mathieu ? Oui, alors moi je suis un peu partagé sur la question, parce que je crois fondamentalement que c'est un cas qui est très emblématique et qui, je pense, pose en effet la question de notre état de droit, d'une certaine hypocrisie de la part de notre pays vis-à-vis des libertés fondamentales, qu'aucun homme ne doit rester 40 ans en prison, c'est contraire à tous nos principes fondamentaux, que dans le cas d'espèce, on a l'impression, et je suis assez d'accord, qu'il y a une situation d'exception qui est appliquée au cas de Georges Abdallah, que finalement, il ne serait pas soumis aux mêmes règles de droit que les autres prisonniers, et qu'au fond, on est toujours dans cette un peu logique d'exception qui s'applique dès qu'on parle de terrorisme. Et donc, ça revient toujours à cette question des atteintes aux libertés qui sont facilitées par tout un tas de législations antiterroristes. Et en l'occurrence, de toute manière, je vais parler juste un peu du fond après, parce que je pense que c'est là où j'ai une petite divergence sur Georges Abdallah, mais en tout état de cause, les principes de la justice, c'est on libère quelqu'un quand il a fini sa peine. En l'occurrence, il est libérable depuis, je crois, 1999 ou 2000. Donc c'est délirant. Ça fait 25 ans qu'il est libérable. Ça fait 25 ans qu'on lui refuse cela. Moi, je suis pour donner une seconde chance à tous les détenus. Je considère que la prison et surtout les peines longues de prison ne sont jamais une solution, et qu'en l'occurrence, il avait purgé sa peine. Donc, je pense qu'on a un vrai sujet par rapport à notre état de droit, par rapport à la manière dont on jongle avec les principes de la démocratie en fonction de tel ou tel sujet, de tel ou tel détenu. Bon, une fois étant dit, il faut quand même rappeler que Georges Abdallah n'est pas à entendre. C'est quelqu'un qui a créé une organisation qui a revendiqué quand même des attentats, au moins 6, dont certains ont fait des morts, et que évidemment il s'inscrit dans une tradition d'une gauche radicale qui revendiquait l'action directe, qui revendiquait ce que certains vont appeler le terrorisme. Voilà, en tout cas, le fait d'utiliser la lutte armée et contre des cibles définies qu'on va viser dans la rue, etc. En tout cas, son organisation revendiquait ça et a revendiqué plusieurs attentats. Ça, évidemment, pour moi, c'est la négation même des idéaux de gauche, qui sont des idéaux pacifiques, qui rejettent totalement la violence ou toute action de violence, etc. Et j'aurais dit la même chose, d'ailleurs, pour Action Directe, qui, je pense, sont des gens qui ont fait beaucoup de mal à la gauche. Georges Abdallah, lui, a toujours nié être à l'origine de ce pourquoi on l'a accusé. Donc, en tout cas, il n'a jamais avoué avoir eu un lien avec ça. Donc, il faut quand même au moins reconnaître cela. Donc, voilà. Moi, je dis, ça pose un vrai problème par rapport à notre état de droit et le respect qu'on impose sur les libertés fondamentales à géométrie un peu variable. Mais d'un autre côté, je dis que Georges Abdallah n'est, pour moi, absolument pas une figure qui puisse être, une figure respectable à gauche. Évidemment, c'est mon point de vue. On accueille tout de suite Paul Melun, qui est essayiste. Bonsoir. Bonjour à tous. Peut-être, je ne sais pas si vous vouliez aussi réagir. J'écoutais très attentivement Mathieu Slama et j'étais d'accord, je souscrivais à son analyse.
C'est-à-dire que je ne me reconnais pas dans les méthodes jadis d'action directe, dans les méthodes d'un Jean-Marc Rouillant, dans les méthodes d'Abdallah. Il y a des règles de droit qui sont posées. Quand quelqu'un est condamné, il purge sa peine, il peut ressortir. Là, je crois que le parquet national antiterroriste a fait appel. Voilà, moi je pense que si vous voulez, la gauche peut trouver d'autres figures tutélaires, d'autres militants glorieux dans le monde que des gens qui ont été coupables d'avoir commis des attentats. Voilà. Réaction, j'ai un désaccord assez ferme, un peu sur tous les terrains, avec Mathieu sur la première chose. En fait, il n'y a pas besoin d'être d'accord avec la lutte armée pour considérer que c'est un militant politique. C'est deux choses différentes. Il y a des traditions, que ce soit à gauche, mais même au sein de la gauche révolutionnaire. Moi, je m'inscris dans une tradition communiste révolutionnaire qui ne pratique pas la lutte armée, qui a une stratégie politique différente de celle de Georges Abdallah. En revanche, une fois qu'on a dit ça, c'est très différent de reprendre à son compte l'acte d'accusation de l'État et de ne pas comprendre que ce qui lui a été fait, c'est un procès politique à charge, pas du tout pour des actes qu'il avait commis, parce que non seulement il les a niés, mais c'est à peu près établi par tout le monde qu'il ne les a pas commis. En revanche, ce qu'il n'a jamais nié, c'est qu'il était militant politique et que ce qui se jouait, ce n'était pas son cas particulier, c'était la lutte d'un État contre un autre. Et ça, c'est très très clair. Aujourd'hui, c'est un procès où des juges sont en fait directement contactés par l'État américain qui donne sa position et la France s'exécute. Et par ailleurs, il n'y a même pas besoin d'être de gauche pour le reconnaître. Je trouve que tu es plus à droite que la décision du tribunal de Lannemezan qui dit lui-même par ailleurs, les FARL, ils n'ont même pas commis d'action depuis 1984, ni en France ni ailleurs. Donc ce n'est pas de ça dont il est question aujourd'hui. Surtout que vous-même, des personnalités comme Yves Bonnet, qui est quand même le directeur de la DGSI de l'époque, explique que ce à quoi on assiste, c'est une vengeance d'État contre lui. Donc en fait, ce qui se joue, c'est évidemment la répression de la lutte anti-impérialiste en tant que principe. Parce qu'il n'y a personne aujourd'hui pour dire que ces actes-là, il les a commis. Tout le monde explique que son procès était truqué. Et j'ai un deuxième désaccord qui consiste à dire que ce serait une exception. Alors évidemment, c'est le visage le plus odieux de ce que peut produire la justice en France. Mais ce n'est pas une exception. Les démocraties libérales et l'État français, il est très très habitué de la répression aveugle, brutale et sanglante envers les militants anticoloniaux, d'où qu'ils viennent. On parle d'un pays qui a été quand même capable de pratiquer la torture en Algérie. Enfin, je veux dire, il y a eu toute la classe politique qui s'est rassemblée pour célébrer la mémoire de Jean-Marie Le Pen. Mais je veux dire, on discute d'un pays où il y avait des généraux, Bijard, Massu, etc., qui mettaient les Algériens dans des bassines de ciment, qui les jetaient au-dessus de la Méditerranée, qui ont fait la même chose au Vietnam, qui ont inspiré la dictature argentine, où il y a eu 30 000 disparus. Donc, le cas de Georges Abdallah, en fait, ce n'est pas une exception. C'est la pratique commune des démocraties impérialistes quand elles ont besoin de se défendre et quand elles considèrent que leurs intérêts sont mis en cause. Donc on n'est même pas là pour discuter d'une stratégie de si c'est la lutte armée, Jean-Marc Rouillant, l'action directe, etc. Moi, je ne pratique pas ce type de politique, mais ce n'est pas la question. La question, c'est de dire en réalité pourquoi c'est intéressant le cas de Georges Abdallah, puisque ça montre ce que c'est que les démocraties libérales et que non, les démocraties libérales, ça a à peu près rien à voir avec les droits de l'homme, avec la liberté de manifester, avec le droit de s'organiser, parce que quand elles se sentent menacées, et en particulier quand il y a des enjeux de libération nationale, mais la démocratie libérale se déchaîne. Et c'est exactement ça qu'ils font à Georges Abdallah. Et par ailleurs, je voudrais dire une chose, je pense que ça s'inscrit quand même dans un contexte liberticide et répressif auquel on assiste depuis 1 an et demi, qui est colossal. Moi, je viens d'apprendre, et je suis extrêmement choquée, que le collectif Palestine vaincra est définitivement dissous par le Conseil d'État. Et il faut lire la décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État, il dit une chose claire, il dit « Moi, je considère que ce que dit le collectif Palestine vaincra, ses positions politiques, sa charte, ses mots d'ordre, c'est pas un problème, ça relève de la liberté d'expression. » Par contre, et comme j'ai ma petite loi séparatisme qui m'a été concoctée par les macronistes, les commentaires sur les réseaux sociaux, je vous les attribue et je vous dissous pour ça. Mais la France, c'est ça, c'est un pays où on interdit de manifester avec des arrêtés. Ils ont interdit les manifestations de soutien à Georges Abdallah. 19 et 20 février. 19 et 20 février, ils les ont interdits sans même nous endurcer. Sans même nous endurcer. Et pourquoi ils les ont interdits ? Ils les ont interdits en disant, et je finis sur ça, qu'il y avait des fascistes qui ont attaqué une manifestation de gauche et que c'est pour ça qu'il dorénavant, il faut interdire en fait toutes les manifestations de gauche dans la capitale. Donc si je dis ça et je finis sur ça, évidemment que la décision d'aujourd'hui, elle est scandaleuse, parce qu'à la fois, c'est une entourloupe de juges, enfin, c'est vraiment leur spécialité. Ils arrivent à faire cohabiter les contradictions les plus aberrantes. Ils vous disent, c'est pas possible de le laisser enfermer, c'est trop longtemps, même la Cour européenne des droits de l'homme dit que c'est pas possible, et en même temps, on vous trouve une manœuvre, et le vieux de 73 ans, on va le laisser encore 6 mois. Mais ce qui se joue, c'est un affrontement politique. Et on n'est pas là pour savoir si oui ou non Mathieu Slama, il est favorable à la lutte armée, ou si oui ou non Paul Melun, demain, il veut prendre les armes. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est de savoir
est-ce que oui ou non, est-ce que oui ou non, c'est un acharnement politique qui se joue? Et la réponse est oui, sinon on ne serait pas en train de débattre avec les États-Unis qui écrivent directement aux juges français. Oui, bah alors, moi juste, je partage l'inquiétude sur l'appareil répressif de l'État, sur les habitudes qui sont prises vis-à-vis de l'État de droit. Moi, j'étais de ceux qui, par exemple, s'étaient inquiétés, et en effet, le mot est faible, des interdictions des manifs pro-palestiniennes après le 7 octobre. J'avais trouvé ça scandaleux, j'avais estimé que c'était contraire aux règles de l'État de droit, que c'était des atteintes aux libertés qui étaient très graves, que ça crée des précédents, et d'ailleurs on le voit, ça a créé des précédents, et qu'aujourd'hui on interdit des manifestations de manière beaucoup plus simple qu'il y a 10-20 ans. Que le fait que la manifestation autour de cette date d'aujourd'hui sur la libération ou non de Georges Abdallah est interdite, est très grave, c'est très très grave, c'est une atteinte à une liberté fondamentale qu'on a banalisée, et il faut s'en émouvoir. Donc je partage votre point de vue, je partage aussi le point de vue sur le fait que le militantisme politique est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, que l'État a tendance à évidemment réunir son arsenal juridique concernant certaines causes, concernant certaines personnes, et on le voit tous les jours, et là-dessus, j'ai aucun problème. En revanche, non, il y a un vrai débat de fond sur la lutte politique, sur la manière dont on envisage cette lutte politique. C'est un débat qui a lieu à gauche depuis toujours, et je pense que, en effet, il ne faut pas utiliser ce débat pour invalider tout ce que tu viens de dire et l'émoi par rapport à la non-libération de Georges Abdallah, qui, je crois, en effet, scandaleuse à un certain nombre d'égards. En revanche, je suis désolé, il ne faut pas non plus mettre en exemple une pratique de lutte politique qui est une pratique violente et qui une pratique qui fait de la violence, qui fait de la violence une méthode acceptable politiquement. Ça, je pense que c'est très important de dire que c'est quelque chose qui va à l'encontre des principes humanistes et progressistes. Voilà. Et je dis ça parce que, encore une fois, il y a ce débat à gauche et que je pense que c'est important de le dire. Et dire cela, encore une fois, dire cela n'est absolument pas valider la violence d'État, n'est absolument pas valider les décisions liberticides de l'État, ça n'est absolument pas valider l'emprisonnement absurde d'un homme qui ne représente plus aucun danger aujourd'hui et qui est libérable depuis 25 ans. Donc c'est important quand même de rappeler certains principes par rapport à la question de la violence, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette question se repose sous certaines attitudes, dans les luttes anti-impérialistes, etc. Il y a aussi parfois la glorification de la violence, évidemment de manière très minoritaire, et heureusement. Mais ça, je pense que c'est très important parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal à un certain nombre de luttes. Voilà. Mais c'est vrai, et ça n'empêche pas, encore une fois, de dire la gravité la manière dont notre état de droit est affaibli, évidemment. Et ensuite, évidemment, que tout ça nous empêche de regarder la menace de l'extrême droite, qui est de plus en plus violente, avec des groupes armés, avec des actions, des agressions violentes, comme il y a quelques jours, de militants antifa. Ça devrait nous inquiéter, peut-être beaucoup plus. Mais voilà, je pense quand même qu'il y a un débat qui est légitime à avoir à gauche. Mais pour moi, il y a deux débats qui sont très différents, effectivement. Il y a le débat de l'état de nos démocraties. Vivons-nous dans des démocraties qui sont illibérales ou dans des démocraties libérales? En cela, il y a eu de nombreux débats. Et moi, j'ai pris la parole sur le débat notamment du pass sanitaire, du Covid, etc., sur lequel on a été quelques-uns à dire, et je sais que Mathieu a eu ce combat-là aussi, que sous couvert de lutte contre le virus, par exemple, on avait pris un certain nombre de mesures illibérales. De la même manière, lorsque des organisations politiques sont dissoutes, il faut le faire avec une main qui tremble. Parce que dissoudre un collectif, quel qu'il soit, c'est toujours quelque chose qui est très engageant dans une démocratie libérale. De la même manière, interdire une manifestation, c'est pareil, c'est une décision extrême. On peut prendre cette décision-là si jamais la manifestation, elle peut évidemment engager un vrai trouble à l'ordre public, ou si les mots d'ordre de cette manifestation, ça va être, je ne sais pas, la négation de la Shoah, l'appel au meurtre de tout un chacun, etc. Donc il y a des manifestations qui appellent au meurtre vraiment tous les samedis après-midi. Je donne un point de théorie, je ne parle pas de pratique. Ah oui. Je donne un point de théorie parce que j'explique à quel point on est fondé d'interdire une manifestation ou pas. Et en l'espèce, les manifestations pro-palestiniennes dont on parlait me paraissent pas légitimes à être interdites. De la même manière... Elles n'ont jamais appelé à la violence. C'est pour ça que je le précise. Je dis, moi j'étais d'ailleurs défavorable, je ne partageais pas les mots d'ordre de ces manifestations, mais j'étais défavorable à leur interdiction. De la même manière, je vais peut-être vous choquer,
choqué ici. Lorsqu'on avait voulu dissoudre ce collectif d'extrême droite, je ne sais plus comment il s'appelait, Génération Identitaire, j'avais été contre la dissolution de ce collectif, dont je ne partageais évidemment absolument aucun mot d'ordre. Et de la même manière, je pense que la dissolution de collectifs, quel qu'il soit, non seulement elle est questionnable dans une démocratie, et ensuite, elle est souvent très inefficace, puisque un collectif se reforme 20 minutes après dans une autre salle avec un même mot d'ordre et les mêmes personnes. Donc ça ne fonctionne pas. Et deuxième débat qui est très important et qui quand même a fracturé la gauche depuis le 19e siècle, c'est la question de la violence et de la lutte armée. Lorsque on va tuer M. Bess, par exemple, des grands patrons dans les années 60, 70, 80, qui a Action Directe, qui a des groupes terroristes d'extrême gauche qui tuent en Italie, en France, etc., il y a eu ces questions qui se sont posées. Et Dieu merci, toute la gauche n'était pas entièrement derrière ceux qui voulaient aller assassiner un patron parce qu'il gagnait des milliards, etc. Donc, je crois que la question de la violence est une vraie ligne de fracture au sein de la gauche. Et Dieu merci, là aussi, c'est pas parce que vous dites je suis de gauche, mais je suis pas favorable à la violence contre tel ou tel que vous êtes moins de gauche que les autres. Ça n'aurait absolument aucun sens. Pour moi, être de gauche, c'est être pacifiste. Donc, ça me paraît être une valeur cardinale de la gauche, l'idée de dire nous menons nos actions de façon non violente, nous menons nos actions par nos textes, par nos prises de parole, par nos engagements, mais jamais dans la violence. Et d'ailleurs, et j'en terminerai par là, la violence anarchiste, par exemple, elle n'a jamais permis un renversement de situation. Lorsque le président Sadi Carnot, par exemple, sous la Troisième République, est assassiné par un militant anarchiste, vous pensez bien que la Troisième République, elle a continué encore, ça n'a servi à rien. Donc, même si je me faisais l'avocat du diable et que je disais le recours à la violence est formidable, même ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas un mode de résolution des conflits. Donc, ça, pour moi, c'est un débat qui doit quand même de temps en temps être reposé, mais pas que à gauche, à droite, n'importe où, sur le rapport à la violence politique. On peut délivrer des messages politiques, on peut être des militants avec des idées très radicales, j'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, le mot radical vient à la racine, donc revenir à la racine de certains combats, j'ai aucun problème avec ça, mais jamais avec la violence. On a évoqué justement le fait que c'était pas uniquement une décision, même loin de là, purement juridique, mais qu'il y avait une sorte de pression politique, aussi le lien aussi avec le fait de museler les voix pro-palestiniennes. Son expulsion donc vers le Liban a été évoquée comme condition de sa libération. Pourquoi la France refuse-t-elle justement d'exécuter cette décision? Est-ce qu'il y a derrière ça aussi une question diplomatique? Alors, peut-être pour préciser, parce que... et après, je veux bien juste dire un mot sur le débat de la violence. Mais peut-être pour préciser ce truc-là, en fait, l'apport de la décision du 15 novembre par rapport à celle d'avant, et c'est ça la grosse nouveauté, c'est que cette fois, elle n'est pas conditionnée à un arrêté d'expulsion. Donc en fait, oui, Georges Abdallah ne peut pas revenir en France, mais comme tout un tas de prévenus condamnés qui ne sont pas français, quoi. Oui. Avant, parce qu'il y avait déjà eu des décisions de libération, mais sauf que la condition, on peut être libéré, et puis il y a des conditions, c'est libération conditionnelle. Donc il y a différents types de conditions. Et la conditionnelle d'avant pour Abdallah, c'était un arrêté d'expulsion. Donc c'est pas juste qu'il quitte le territoire français, ce qui, ça, en fait, est globalement une évidence, mais c'est que l'État, en fait, le gouvernement, prenne un arrêté d'expulsion. Donc c'est à peu près le seul étranger qu'un gouvernement, au cours des 15 dernières années, refuse d'expulser. Donc en fait, on avait les gouvernements qui succédaient, évidemment le gouvernement du Parti socialiste, Valls et compagnie, qui refusaient de mettre le tampon du gouvernement pour qu'il rentre au Liban. Donc c'est à partir de ça qu'au final, il n'a pas pu être libéré, puisque la condition de sa libération ne pouvait pas être remplie, faute en fait d'arrêté d'expulsion. Le 15 novembre, c'est très différent, c'est l'apport de cette décision, c'est qu'il n'y a pas de condition d'arrêté d'expulsion. C'est-à-dire que la seule condition, c'était qu'il quitte le Liban, la France, qui était évidemment prévue. Donc là, on n'est plus exactement dans la même situation, puisque, en réalité, au 15 novembre, sans appel du PNAT, du Parquet national antiterroriste, il quittait la France, il était libéré. Appel du PNAT, donc c'est suspensif, et on a la décision d'aujourd'hui, où la Cour d'appel ne rajoute pas d'arrêté d'expulsion, c'était quand même le risque, mais il nous rajoute la condition d'indemnisation des parties civiles. Donc c'est pour ça que c'est une décision en fait à mi-chemin, bon, qui est bonne dans le sens où elle casse pas le principe de la libération, mais où on voit que c'est quand même une manœuvre pour encore reporter cette libération jusqu'au 19 juin. Et donc, est-ce que c'est une question diplomatique ? Oui et non. C'est-à-dire que, comme je le disais, c'est évidemment la pression directe des États-Unis. Ils ne s'en cachent pas. Hein. C'était l'intervention de Clinton avant. Aujourd'hui, comme je le disais, il y a ce document direct du gouvernement américain qui a été produit à l'audience d'appel. C'est, je veux dire, une discussion concertée en permanence entre la France, les États-Unis et Israël. Et en même temps, ça intéresse bien la France, je veux dire, d'avoir cette position propre. Hein. À la fois, effectivement, il y a une pression américaine. À la fois, la France défend aussi ses propres intérêts là-dedans. Donc, oui, effectivement, il y a une dimension objective internationale
national est strictement politique. Et un mot peut-être pour rebondir sur la discussion d'avant, parce que je voudrais aussi distinguer deux plans. On peut faire une discussion générale sur la violence politique, la gauche, etc. Ça pourrait être un sujet, peut-être qu'il faudrait en faire un débat en propre, j'en dirais un mot, parce que je ne crois pas qu'il y ait ni que les anarchistes, ni que Georges Abdallah que ça concerne. Mais au-delà de ça, en fait, il n'est pas tellement question de ça ici, parce que je veux dire... tout le dit, y compris le tribunal d'application des peines de Lannemezan explique, les FARL, ils n'ont pas fait d'action depuis 1984. Donc, ce qui pose problème à l'État français sur le terrain politique, c'est pas la lutte armée, c'est que, en fait, le combat de la France, mais le combat en général, effectivement, de toutes les politiques de répression qui ont eu après les différents mouvements de la lutte armée, que ce soit en Italie, en France, en Allemagne, etc., ça a été la bataille pour le renoncement. Donc ça a été une combinaison entre une politique de répression ultra brutale, jusqu'en Allemagne, où ils ont quand même tué des militants. C'est des militants qui ont été suicidés. C'est ça, la manière dont ils ont traité les militants de la RAF, c'est d'une brutalité inouïe. Vous avez des textes de psychiatres qui montrent comment on instaure de la torture blanche, de la privation sensorielle, qui réfléchissent à comment les gens deviennent fous. Vous lisez des textes de Ulrike Meinhof qui expliquent comment elle est en train de devenir folle. Donc je veux dire, c'est la torture blanche, en fait. C'est les prisons occidentales qui ne laissent pas de traces, etc., mais qui rendent les gens fous. Ça, d'une part, et d'autre part, une vraie pratique pour, en réalité, toute la méthode les lois Cossiga en Italie, donc toute la tradition des repentis, du renoncement, etc. Et encore une fois, moi, je ne viens pas de cette tradition politique, j'ai une autre stratégie. Mais par contre, ce qui intéresse l'État dans ce type de dossier, c'est qu'il n'y ait plus jamais personne qui sorte en disant « moi, j'ai gardé mes idées ». Et le problème d'Abdallah, c'est pas qu'il pense qu'il va reprendre la lutte armée demain. Personne pense ça. Aucun juge ne pense ça sérieusement. Ça n'a aucun sens. Par contre, ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'après ces années de pression psychologique, on n'arrive pas à lui faire dire « oui, l'occupation du Liban, ça ne me dérange pas. Oui, la cause palestinienne, c'est pas important. » Ça, vous ne pouvez pas lui faire dire ça. Il mourra en prison s'il doit dire ça. Et ça, l'État français ne supporte pas qu'il y ait des subjectivités qui tiennent la tête haute. Et c'est pas un problème de lutte armée, c'est un problème de tenir bon face à ses idées dans un contexte où on essaye d'écraser toute forme de contestation politique. Et je dirais un dernier mot sur ce débat de la violence politique, parce qu'il me semble important. La violence politique, c'est pas la caricature anarchiste, etc. Je veux dire, au-delà de ça, le problème, c'est que quand on est dans une société avec ce niveau d'exploitation, ce niveau de violence, ce niveau de guerre, la violence, elle l'est dans la société. Et la plupart des formes de violence politique, c'est des violences défensives. Vous regardez n'importe quel phénomène de contestation. On parle de la Révolution française. Vous parlez de toutes les révolutions qui ont eu lieu dans le monde, que ce soit évidemment en Russie, mais partout ailleurs, et même des mouvements de contestation. Vous regardez en 36, en 68, mais il y a évidemment des moments d'affrontement physique parce que la police, elle attaque, les gens, ils se défendent. Un piquet de grève, vous regardez comment on résiste à une réquisition de raffinerie, mais en fait, les gens, ils se défendent, ils s'organisent, ils ont des boucliers. Vous regardez les combats de mineurs dans les années 90, vous croyez qu'ils se défendent comment? Après, c'est une question de stratégie. Est-ce que c'est minoritaire? Est-ce que c'est de masse? Mais la violence, elle est avant tout de la part de l'État. Et les gens, ils se défendent, ils s'organisent. Vous n'allez pas me dire que la Révolution française, c'était une révolution pacifiste. Je ne sais pas si vous la revendiquez. Justement, moi, je ne revendique pas, par exemple, la période de la terreur de la même manière en 1917. Mais je vous parle d'avant de la terreur. Non, si, vous avez parlé de la Révolution française et après de la Révolution soviétique. En 1917, par exemple, lorsque les trotskistes vont massacrer les marins de Kronstadt, qui d'ailleurs étaient anarchistes, ça montre bien les excès violents d'une partie de la gauche à cette période-là. Et donc, évidemment qu'il y a... Et ça, c'était pas une question de violence défensive. Mais je ne crois pas que... Mais bien sûr parce que vous évoquez, vous faites un point d'histoire, vous dites sur les 200 dernières années, les violences des révolutions sont des révolutions défensives. Je vous dis pas toujours, il ne faut pas faire de la généralisation. Il y a des moments où des militants politiques se sont adonnés à des violences défensives, pour reprendre votre terme, parce qu'ils avaient face à eux des troupes de l'État central ou d'une royauté ou d'un empire, et d'autres fois où ils ont fait preuve de violence et d'exactions absolument insupportables. Je ne vois pas où est le scoop dans ce que je dis. Non, mais ce que je ne suis pas sûre que le débat, ce soit précisément de savoir est-ce que la gauche, comme vous dites, est pacifiste en tant que telle. Pour moi, c'est une abstraction qui ne résiste pas à l'examen de comment est-ce que les mouvements d'émancipation, dans leur diversité, parce que par ailleurs, il y en a tout un certain nombre, vous regardez évidemment même les luttes antifranquistes. Je ne sais pas ce que vous pensez des luttes antifranquistes. Je ne sais pas ce que vous pensez de tous les mouvements de résistance contre les dictatures. Je ne sais pas ce que vous pensez des mouvements d'émancipation anticoloniaux. Ils ont tous été réprimés de la même manière. Donc évidemment, on peut faire une lecture caricaturée de la lutte armée, des mouvements minoritaires, etc. Mais dans l'histoire des mouvements d'émancipation, dans la diversité des traditions politiques, y compris révolutionnaires, il n'y a pas que la violence minoritaire. Il y a en fait la capacité de s'organiser tout simplement pour renverser la société quand la société elle est oppressante, exploitante. Et ce qui se
se joue aujourd'hui pour moi, Oui. et je finis sur ça, c'est pas juste une montée de la violence dans l'abstrait. Ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est qu'il y a des phénomènes de politisation profonds dans la jeunesse, qui par ailleurs sont pas violents en tant que tels, mais qui se politisent parce qu'ils assistent à un génocide, parce que dans leur fac, on leur a interdit de parler de la Palestine, parce que vous allez en Allemagne, ils interdisent la conférence de Francesca Albanese, qui est rapporteure de l'ONU. Mais les jeunes, ils se rendent compte de ce qu'ils ont en face d'eux, que pour défendre une simple idée, qui est celle de dire, moi, je suis opposée au fait qu'on massacre des dizaines de milliers d'enfants, on vous envoie la police et on vous sort. Mais elle est là, la violence. Donc évidemment, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire comme si c'était une abstraction, on est violent, on est pacifiste, on est gentil, on est méchant. C'est des phénomènes politiques profonds. Oui, non, juste sur ce débat, après revenir sur le cas de Georges Abdallah, parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut dire, je pense, qui peut éclairer un peu aussi l'importance de ce cas. Bon, oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. La société est violente, l'État peut être violent, la société capitaliste inflige de la violence, crée du rapport de force, fait un certain nombre de perdants, crée du désespoir, etc. Et que, évidemment, la tentation de la violence est grande. Je ne nie pas non plus que tout un tas de luttes, de combats, je veux dire, même les combats féministes, les suffragettes au Royaume-Uni ont posé des bombes. Donc, évidemment que l'emploi de la violence a aussi parfois fait partie des luttes, etc. Maintenant, je pense aussi qu'il y a une tradition à gauche qui est celle de la non-violence, ça a toujours existé aussi. C'est vous savez, les hippies qui, aux États-Unis, étaient opposés à la guerre du Vietnam et mettaient une fleur sur les fusils, voilà. Mais c'est une tradition dont on se moque beaucoup aujourd'hui parce qu'on a revu ces scènes, etc. Moi, je trouve que c'est une très belle tradition et je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans cette affirmation de la non-violence. Mais voilà, c'est un autre débat, et on ne sera pas d'accord. Par ailleurs, la France n'est pas l'Espagne de Franco. La France n'est pas non plus l'Espagne de Franco et il y a aussi des échelles dans la répression et ça ne veut pas dire pour autant que nous vivons dans une démocratie parfaite, loin de là, parce que je suis un de ceux qui quand même critiquent beaucoup la manière dont on maltraite nos libertés aujourd'hui. Voilà. Maintenant, sur Georges Abdallah, juste un dernier point très rapidement. Je pense que aussi, on en fait un cas symbolique parce que c'est quelqu'un qui représente quelque chose aussi chez une partie de la gauche. Quelqu'un qui a été soutenu par le Parti communiste français pendant des décennies, depuis son incarcération. C'est quelqu'un qui a été défendu par plein de personnalités différentes. Angela Davis, aux États-Unis, a défendu Georges Abdallah. Annie Ernaux a défendu Georges Abdallah. C'est quelqu'un qui, par son combat anti-impérialiste, pro-palestinien, représente un certain combat à gauche. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on refuse de le libérer. Parce que libérer Georges Abdallah, c'est faire un cadeau, finalement, à une partie de la gauche, à un combat qui est resté très important dans la société française, qui touche beaucoup les jeunes aujourd'hui. Et je pense que les gouvernements successifs ont considéré que Georges Abdallah était un symbole et qu'il fallait garder emprisonné. Et c'est d'ailleurs intéressant que même l'hypothèse de l'expulser, puisque c'est quand même une grande passion française, surtout ces derniers temps, d'expulser les étrangers, même ça, ils ne veulent pas le faire parce qu'au fond, il faut garder le symbole que représente Georges Abdallah. Et là, je ne parle pas de la partie violence, quoi que ce soit, mais de la partie de ce qu'il représente à gauche dans la lutte anti-impérialiste, etc. Il faut le garder enfermé parce qu'au fond, c'est ce symbole-là qu'il ne faut surtout pas libérer et donner un espace politique. Parce qu'évidemment, Georges Abdallah libre, ça veut dire une parole qui s'exprime et une communauté de pensée qui se réunit à nouveau. Donc je pense qu'il y a aussi ce symbole-là qui est emprisonné, et c'est d'autant plus... je comprends d'autant plus l'exaspération de militants politiques qui considèrent qu'il y a là un scandale d'État et une incarcération qui contredit toutes nos valeurs démocratiques. On va passer au second sujet pour avoir le temps d'en parler. Donc hier, le PS a déposé une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre François Bayrou. Cette initiative visait à dénoncer ce que le PS considère comme une trumpisation du débat public et une influence croissante de l'extrême droite sur les décisions gouvernementales. La motion n'a recueilli que 181 voix, bien en deçà des 289 nécessaires pour renverser le gouvernement. Le RN et l'UDR ont choisi de ne pas soutenir la motion, contribuant ainsi à son échec.
d'échec. C'est la 6e à laquelle François Bayrou fait face depuis sa nomination en décembre 2024, illustrant ainsi un climat politique particulièrement instable en France. Cette nouvelle motion de censure est-elle réellement, selon vous, justifiée ou purement symbolique? Autrement dit, est-ce que c'est une véritable tentative de renverser le gouvernement ou simplement un coup politique? Alors, je vais répondre sans détour, c'est un coup politique. C'est-à-dire que le Parti socialiste est victime, et c'est marrant parce que ça fait un peu la jonction avec notre débat de tout à l'heure sur l'ADN de la gauche, entre non-violence, violence, etc. Le Parti socialiste pâtit depuis des années, et particulièrement ces derniers mois avec sa rupture, entre guillemets, avec le NFP, d'une image, je ne veux pas être insultant avec eux, mais non pas de strapontin ou de béquille, mais d'alliés de la majorité. En tout cas, dès lors que le Parti socialiste réformiste, on va dire, vous citiez tout à l'heure François Hollande et Manuel Valls, François Hollande qui maintenant est de retour au NFP, dès lors que cette polarité-là de la gauche reprend des couleurs et se rapproche du gouvernement, par exemple sur la question de la censure, une autre partie de la gauche et une partie des militants du Parti socialiste vont reprocher au PS de se commettre, etc. Mais ça, c'est vieux comme la gauche. Je me rappelle même, moi, quand j'allais dans les manifestations sur les retraites, par exemple, face à Nicolas Sarkozy en 2009, déjà, quand vous aviez les gens qui avaient un autocollant du Parti socialiste se faisaient traiter de sociotraîtres, etc. Et des termes même parfois que je ne citerai pas ici, très insultants. Donc, il y a cette vieille division, et Olivier Faure, qui a bien des défauts, mais qui est un fin tacticien politique, se dit que ce mot de submersion migratoire ou de sentiment de submersion migratoire qu'a employé François Bayrou est un bon prétexte pour marquer sa différence avec le gouvernement et dire, regardez, comme nous sommes de gauche, nous n'avons absolument rien à voir avec ces mots terribles que nous ne faisons pas nôtres, etc., pour remettre un coup de balancier à gauche avec leurs électeurs, alors qu'ils sont allés voir le ministre de l'économie, M. Lombard, et qu'ils ont voulu se montrer constructifs sur les sujets sociaux et économiques. Donc, voilà la stratégie du PS. Moi, je pense qu'elle ne sera pas payante parce qu'aujourd'hui, les électeurs de gauche préféreront toujours l'original à la copie. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon porte une forme d'hégémonie culturelle et même personnelle dans sa pratique du pouvoir, ou en tout cas dans sa pratique électorale, une forme d'hégémonie sur la gauche, et notamment la France insoumise, sur la gauche militante. Vous parliez tout à l'heure des universités, sur les jeunes. Aujourd'hui, regardez ce pauvre François Hollande, comment il avait été accueilli à l'université de Lille. On avait balancé ses livres en l'air, on les avait déchirés, c'était une pagaille terrible. Et oui, mais rien ne justifie qu'on déchire des livres et qu'on casse tout. Mais en tout cas, François Hollande avait été très mal accueilli, et on aurait pu lui dire, François Hollande, je suis pas d'accord avec vous, et lui donner des arguments. Et moi-même, j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait sur Myriam El Khomri. Des livres de François Hollande. Oui. Bon. Il y a des gens qui lisent ça. Voilà, vous, ça vous choque pas. Mais moi, je trouve ça... Pour le coup, c'est une violence, peut-être... Alors, vous avez raison. On va dire, vous avez raison. Vous avez le droit de déchirer les livres. Il valide la violence de déchirement des livres de François Hollande. Bon, c'est pas mon avis. C'est pas mon avis. Donc voilà, je pense qu'il y a un respect à avoir, et qu'on peut avoir tous les désaccords du monde avec François Hollande sans se comporter comme des sagouins, et que c'est aussi une partie des problèmes de l'université française. Si vous voulez mon avis, c'est que on peut avoir tous les désaccords du monde à l'université. On peut être d'une gauche très radicale, d'une droite très radicale, du centre. On peut être macroniste quand on est jeune, on peut être ce qu'on veut. On est en démocratie, justement, et il faut respecter ça. Et j'ai du mal avec l'extrême gauche qui ne respecte pas les opinions des autres, comme j'ai du mal avec l'extrême droite qui ne respecte pas les opinions des autres. Pour revenir à nos moutons, de ce qu'a fait le Parti socialiste, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est une candidature hors LFI. Ils vont essayer de récupérer avec eux Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français. Je crois qu'une partie du divorce est consommée quand j'entends les déclarations de Fabien Roussel à l'égard de Jean-Luc Mélenchon ou de Léon de Fontaine ou d'un certain nombre de personnes importantes au Parti communiste français qui ne se reconnaissent pas dans la ligne de la France insoumise, et que la France insoumise a creusé un écart idéologique, notamment depuis le 7 octobre avec une partie de la gauche, qu'une partie de la gauche a creusé un écart idéologique avec la France insoumise, et que ça va être difficile de se retrouver autour d'une élection comme si de rien n'était, la prochaine étant les municipales s'il n'y a pas de dissolution. Je vois mal dans les villes aujourd'hui gouvernées par les écologistes, par exemple à Bordeaux avec M. Urmic ou avec M. Doucet à Lyon, dire, bon, on se remet tous ensemble autour de la table, on fait une liste ensemble. Je pense que ce sera difficile parce qu'il y a eu trop de divisions idéologiques au sein des cadres. Et de plus, je pense que pour un certain nombre de militants, moi je connais pas mal de militants du PCF et du Parti socialiste, qui ne se retrouvent pas dans les combats de la France insoumise ces derniers mois. Et donc, pour moi, cet acte du Parti socialiste est une tentative de se replacer à gauche, tentative qui, à mon avis, ne fonctionnera pas. Juste avant de vous laisser répondre Mathieu et Elsa, on écoute justement le Premier ministre François Bayrou. Voilà la motion de censure. C'est la 6e que nous examinons en 5 semaines.
Et voilà la motion de censure la plus cousue de fil blanc de toute l'histoire parlementaire. Une motion de censure dont un des mieux informés de cette Assemblée, ancien premier secrétaire du Parti socialiste et ancien président de la République française, a dit textuellement « Ce n'est pas une motion de censure pour faire tomber le gouvernement, c'est une motion de censure pour montrer que nous sommes dans l'opposition. » Si l'on peut dire une motion de censure à faux, une motion de censure à blanc, après avoir à juste titre refusé 4 motions de censure à balles réelles. Mais on voit bien de quoi il s'agit. D'habiller de mots les plus grands et les plus grandiloquents possibles, de médiocres, médiocrissimes intérêts, minuscules intérêts électoraux, microscopiques intérêts de courants de congrès, et ce faisant, je vous le dis comme je le crois, vous vous trompez. C'est dommage, Monsieur Faure, je vais parler de vous, c'est bête. Paul Melun a dû partir, mais on reprend justement les débats. Juste pour la petite anecdote, à la fin de cet extrait, les députés socialistes étaient justement en train de quitter l'hémicycle. Comment est-ce que vous réagissez justement à cette séquence politique à laquelle on a assisté hier soir, et à la question que j'ai posée aussi précédemment sur est-ce que c'est un coup politique ou non? Moi, je pense que je suis obligée de reconnaître que je suis un peu d'accord avec François Bayrou et qu'on voit le Parti socialiste dans toute sa médiocrité et en réalité jouer son rôle. Et je pense qu'on voit même à quel point il est nocif parce que il a essayé autant qu'il a pu de tendre toutes les mains, d'être le marchepied, de vraiment gagner, de donner tous les gages de respectabilité, de solidité, etc. au régime. Il a sauvé un régime ultra antidémocratique, détesté, dans un contexte où ils font passer un budget austéritaire absolument abominable. Et je pense qu'on discutait de François Hollande tout à l'heure, mais le problème de François Hollande, c'est que le Parti socialiste et les autres, c'est que c'est les parrains des offensives contre les travailleurs les plus graves qu'il y a eu en 2016, des offensives racistes, islamophobes, xénophobes, etc., extrêmement graves et qui ont ouvert la voie à tous les débats sur la déchéance de nationalité, sur les législations d'exception, etc. Et on voit que là, effectivement, ils sont là pour essayer de sauver un régime qui a un genou à terre. Donc évidemment que c'est une motion de censure pour rien. Enfin, je ne sais pas à quoi ils s'attendaient. Évidemment qu'ils ont ce qu'ils méritent. Maintenant, la question, c'est quelles sont les alternatives parce que je pense que la réalité, c'est qu'il y a un phénomène de colère et de contestation extrêmement profond dans la société vis-à-vis de ce cirque politicien qui n'en finit pas, où se succèdent des gouvernements qui n'ont pas la moindre espèce de légitimité, avec des privilèges de politiciens hallucinants. On est en train de discuter de la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Je veux dire, c'est un sketch absolu et on voit la stratosphère en fait dans laquelle évoluent ces gens et ça commence à poser des questions importantes. Enfin, je pense que Paul disait que la France insoumise était un secteur de la gauche trop radical ou en tout cas de ce point de vue. Enfin, moi, je pense qu'ils ne le sont pas assez sur le terrain démocratique parce que le problème, c'est qu'effectivement, ils posent la difficulté de la gouvernance, etc. Mais d'une part, uniquement par les biais institutionnels. Donc, on voit qu'ils ont essayé de poser le problème de la destitution, ils ont essayé de poser le problème en fait, de la démission de Macron, mais avec les règles de leurs institutions qui permettent en réalité de se renouveler en permanence. C'est que si l'objectif, c'est d'abandonner un président monarque pour en élire un autre, ça ne va pas changer grand-chose au problème. Et je pense qu'à l'inverse, face au niveau de crise du régime, il faut un grand mouvement de lutte qui cherche à, en réalité, vraiment prendre le problème tel qu'il est, dégager Macron, poser le problème de la Ve République, poser le problème des alternatives démocratiques qui peuvent exister, comment on les obtient, par quelle méthode de lutte et comment est-ce qu'on peut en finir avec vraiment des institutions comme le Sénat, comme la présidence de la République, qui n'ont qu'un rôle en réalité répressif de maintenir les intérêts d'une minorité de la population. Et je pense que ce qui est intéressant dans la séquence malgré tout, c'est qu'elle montre la faiblesse du régime, qu'elle pose des questions démocratiques et nous, effectivement, on veut aller au bout de ces discussions-là, mais pas en pensant qu'il y a des solutions institutionnelles raccourcies par
par le biais d'articles de la Constitution, mais qui font un rapport de force dans la rue et qui font un programme démocratique beaucoup plus ambitieux. Pas juste remplacer une 6e République qui serait un petit peu plus parlementaire, mais carrément poser la question, par exemple, des débats qui avaient même, on discute de la Révolution française, mais par exemple d'une assemblée unique, donc où il n'y a pas de Sénat, pas de président, c'est les mêmes qui gouvernent et qui légifèrent avec des mandats révocables pour 2 ans, où on peut discuter aussi de la nature du suffrage universel, pourquoi il n'inclut pas les étrangers, pourquoi on ne peut pas voter plus tôt. Toutes ces questions-là, elles sont posées en potentiel dans la situation, mais pour ça, effectivement, il faut un mouvement de lutte pour les obtenir, puisqu'on voit l'acharnement avec lequel ils se défendent, et je pense qu'effectivement, ce cirque du Parti socialiste n'a absolument aucun sens du point de vue d'une vraie solution démocratique à la crise du régime, quoi. Mathieu ? Oui, en fait, déjà François Bayrou a humilié le Parti socialiste, et c'est bien fait, et il a raison, parce que le Parti socialiste a fait n'importe quoi, et on n'a rien compris à ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire refuser de voter la censure quand c'était le moment où il fallait la voter pour faire tomber ce gouvernement qui, je suis d'accord, est illégitime et n'a rien à voir avec ce que les Français ont exprimé dans les urnes il y a même pas un an, hein, rappelons-le quand même. Donc c'est pas une petite affaire, ça, d'un point de vue démocratique. Et qui en plus proposait un budget encore plus austéritaire que le budget de Michel Barnier. Mais on n'a rien compris à ce qu'a voulu faire le PS, qui en fait a fait une espèce de petite manœuvre politicienne et a essayé, au fond, qui n'a pas assumé en fait le fait de finalement pas voter la censure, et s'est dit on va faire un coup à blanc après sur la question de submersion migratoire, etc. Comme si ce gouvernement n'était pas de toute manière à droite toute, avec un Bruno Retailleau au ministre de l'Intérieur et Gérald Darmanin à la Justice, c'est-à-dire 2 ministres de l'Intérieur, quand même, il faut le dire. C'était pas suffisant pour comprendre que ce gouvernement était très autoritaire et à droite toute. Donc, on n'a rien compris à ce qu'a voulu faire le PS, et au fond, ils se sont piégés eux-mêmes. Et quand François Bayrou leur dit c'est la première fois que je vois une organisation politique qui a voté la censure partir au moment où on discute de cette censure, c'est vrai qu'il a mis à nu le ridicule de ce qu'essaye de faire le Parti socialiste. Le PS, lui, est traversé par... Elsa a raison, il y a François Hollande qui veut revenir au centre du jeu, qui défend une politique néolibérale de centre-gauche. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, le mot gauche n'a rien à faire là-dedans. François Hollande revient au centre du jeu, il est très médiatique, il met la pression à Olivier Faure. Olivier Faure, je le redis, je l'ai dit souvent ici, je le redis, c'est un homme qui n'a pas de conviction, qui a toute sa carrière louvoyée idéologiquement, qui a tenu des propos gravissimes en disant que la police devait avoir un droit de regard sur les décisions de justice. Il s'est excusé après, mais dire un truc pareil, pardon, mais c'est inexcusable. Il a tenu des propos sur les quartiers populaires qui étaient très, très ambigus. Ensuite, il a hésité à rejoindre Macron. Ensuite, finalement, il représente maintenant l'aile gauche du PS. Bon, donc c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction, qui veut simplement se faire réélire. Il y a le Congrès qui arrive, etc. En fait, le problème, c'est qu'au fond, et là, je pense que Mélenchon a raison. Mélenchon, sa théorie, c'est de dire il y a des gauches irréconciliables, qu'on ne peut rien faire. Fondamentalement, il n'y a rien à faire avec le PS et ça ne marchera pas. Là, on est en train de voir, je pense, l'éclatement, on verra, mais l'éclatement du NFP, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui. Et on voit bien que l'attelage LFI, écolo, PC et avec le PS, ça tient de moins en moins, ça ne tient plus. C'est trop écartelé entre des idéaux très différents, voire contradictoires. Mais en fait, les deux gauches contradictoires, les deux gauches irréconciliables, pardon, ça a toujours existé. Je veux dire, il y a toujours une gauche radicale et une gauche réformiste. Gauche réformiste qui, une fois au pouvoir, a toujours trahi plus ou moins les intérêts des classes populaires et les idéaux de la gauche. Donc ça a toujours existé. Le truc, moi, je dis simplement, c'est que la gauche a souvent gagné quand elle était unie. C'est ça le truc. Le Front populaire, c'était l'union de la gauche. Alors ça allait de très loin. Hein. Ça faisait le Parti communiste avec les radicaux. Et les radicaux, c'était encore plus centriste que le PS. Mais c'était par cette union finalement que... Alors ça n'a pas duré très longtemps, mais le temps que ça a duré, ça a fait beaucoup de bien à la France. Mitterrand, c'était pareil, et avec les trahisons qu'on connaît, Jospin, la gauche plurielle, jusqu'à Hollande. Donc ce que je dis moi simplement, c'est que la gauche a toujours gagné unie. On n'a jamais vu en France une gauche qui gagnait dans la désunion ou avec une frange de la gauche qui partait sans l'autre, etc. Donc je dis simplement comment la gauche peut espérer gagner. Et là, je parle d'un point de vue très électoraliste. Je sais que ce n'est pas forcément la position d'Elsa, mais
Si la gauche veut gagner, je ne vois pas comment elle peut gagner en étant désunie comme ça. Mais en même temps, je vois bien les contradictions idéologiques et le fait qu'avec quelqu'un comme François Hollande, je ne vois pas comment on peut gouverner ensemble. Enfin, c'est quelque chose qui me paraît impossible. Mais je dis quand même que pour la gauche, ça pose une question du point de vue de la victoire, du point de vue de la stratégie politique, la stratégie électorale et de ce qu'elle peut faire pour arriver au pouvoir. C'est quand même ça l'objectif. C'est pas au bout d'un moment s'opposer, c'est bien, mais il faut arriver au pouvoir. Je me demande si dans la désunion, c'est quelque chose qui est possible et donc si ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est finalement une autoroute pour Marine Le Pen. Voilà. Justement, le refus du Rassemblement national et de le droit de soutenir donc, cette 6e motion, c'est important de le préciser. Est-ce que ce n'est pas un signe de rapprochement implicite donc, avec le gouvernement? Est-ce que Bayrou ne bénéficie pas d'une certaine façon aussi d'une sorte de tolérance de la part de la droite et de l'extrême droite pour rester en place? Qu'est-ce que ça dit, autrement dit, sur la recomposition politique en cours? Le RN, le problème, c'est qu'ils sont effectivement pris dans une contradiction qui est celle de, à la fois, avoir un électorat quand même très anti-macroniste, etc., et de s'institutionnaliser de plus en plus, et effectivement de se présidentialiser. Donc je pense qu'ils sont dans cette contradiction-là. Mais moi, ce qui laisse un espace au RN, parce qu'il y a un espace indiscutable, c'est précisément la politique de la gauche. Et là, j'aurais un raisonnement inverse à celui de Mathieu, parce que effectivement, ça ne tient que si on a un centre de gravité électoral. Et moi, si j'ai pas un centre de gravité électoraliste, pour penser en fait le pouvoir, c'est pas une question de principe, c'est pas pour être plus rouge que rouge, c'est parce que ça ne marche pas, parce que la gauche unie, elle a gagné. C'était l'été dernier. Ils ont gagné, en fait. Donc, je veux dire, même quand tu fais une alliance électorale et que tu gagnes, le problème, c'est que c'est autour de quel projet et dans quelles circonstances. On voit que face à un régime en crise, avec les besoins des classes dominantes qui s'expriment de manière de plus en plus claire, mais pas juste depuis hier, je veux dire, ça fait 10 ans. La loi travail, c'est le produit de ça. La crise de 2008, c'est la dernière grande crise capitaliste qui a généré des vagues de contestation, parce qu'il y a des vagues de licenciements, des vagues d'austérité, des mouvements de lutte partout dans le monde, et évidemment, la réaction des classes dominantes, le néolibéralisme en crise qui se défend. Et le problème, c'est que précisément la voie électorale, elle ne permet pas de s'affronter au niveau de rapport de force que sont en train de mettre d'une part le patronat et d'autre part l'ensemble des élites politiques partout dans le monde. Et je veux dire, on le voit, aux États-Unis, c'était pareil, c'était Biden avant Trump. Le problème, c'est pas la gauche au pouvoir dans le cadre des institutions actuelles avec un programme minimal. Le problème, c'est quelle stratégie pour mettre un coup d'arrêt à toutes les offensives ultra ferme des classes dominantes qui se radicalisent. Bernard Arnault, il est en train de dire, si la foire, ça continue ici, moi, je vais aller aux États-Unis parce que Trump, c'est très bien. Et donc ça, vous mettez Marine Tondelier en face, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Rien du tout. Parce qu'eux, ils mettent un rapport de force concret, ils mettent un rapport de force économique. Ils sont capables aussi, je veux dire, dans le cadre de manifestations, même on l'a vu pendant la réforme des retraites, etc., non seulement ils utilisent le 49.3, je veux dire, ils ont dans les mains des outils ultra antidémocratique de la Ve République, ils ont la police, ils envoient la police sur les manifestations. Donc si vous, en face, vous n'êtes pas capable d'utiliser la force sociale qui est existante, c'est-à-dire des travailleurs en grève, des classes populaires qui se révoltent, des jeunes de Naël qui contestent les violences policières, des jeunes dans les universités qui sont solidaires des jeunes Gazaouis, etc. Je veux dire, c'est tous ces mouvements-là, vous n'êtes pas capable de les agréger autour d'un projet commun, d'un objectif clair, etc. Mais on ne peut pas gagner. Et vous pouvez avoir la gauche au pouvoir, mais ça donne ce que toi-même tu as dit, ça donne les trahisons. Pourquoi? Parce que l'objectif, ça n'est pas de porter un mouvement émancipateur et surtout d'avoir le rapport de force, de l'imposer. Et pour moi, c'est ça la discussion qu'on doit faire pour faire face au RN. Bien sûr qu'il faut un mouvement de lutte conséquent, avec un projet déterminé. Vous pensez que ça parle à qui? Le cirque qui existe entre le Parti socialiste et la France insoumise, parce que quelque chose que je tiens à dire et que moi j'ai beaucoup dit, moi j'étais pas favorable au NFP au moment des législatives, pas parce que je pense que le RN n'est pas un vrai danger, c'est un danger considérable. Moi je pense que l'accession de Marine Le Pen au pouvoir est une hypothèse possible, mais je pense que si on leur dit que c'est en votant pour un front électoral pourri qui va de François Hollande à je sais pas qui, on est en train de mentir aux gens et on est en train de leur faire perdre du temps. On est en train de leur dire, au lieu de préparer une grève sur ton lieu de travail, de mobiliser tes étudiants, etc., tu prends ton temps et tu vas differ pour leur dire de mettre un bulletin dans une urne. Ils l'ont fait. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné Retailleau. Donc les gens, au bout d'un moment, évidemment, ils se démoralisent. Ils disent, mais en fait, on me dit de voter, je vote, ça marche pas. Et c'est pour ça que, pour moi, il faut discuter aussi d'une alternative
parce que le projet du PS, ça n'est pas de trouver une alternative à la crise. Le projet du PS, c'est de réparer le régime dans le sens qui favorise sa stabilité et la reprise en main des classes dominantes. Donc le problème, c'est qu'il faut expliquer ça aux gens, il faut leur dire la vérité et il faut agir en conséquence. Et donc pour moi, c'est sûr que si on a un seul prisme, d'une part électoral et d'autre part institutionnel, en pensant que c'est en accumulant des motions de censure, des processus de destitution, en actionnant je ne sais quel article de la Constitution, etc., c'est tout simplement impossible. On est en train de je sais pas, de demander du lait à un bouc ou de faire en fait une opération qui n'est pas, qui ne peut pas arriver à autre chose, quoi. Et du coup, et je finirai sur ça, sur la question du Rassemblement national. Moi, je pense qu'effectivement, ils sont dans une position qui est par ailleurs ambigu, parce qu'il y a de plus en plus de phénomènes de rapprochement, même Richard Ferrand. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas opposés à la nomination de Richard Ferrand, donc je pense que ils n'ont pas voté la motion de censure. Je pense que ça, en potentiel, ça leur coûte. Je pense qu'ils ont un électorat qui attend d'eux que ce soit qui apparaît comme en fait une opposition au macronisme. Donc, ils sont à la fois en train potentiellement d'y perdre des plumes dans cette quête à la respectabilité et à la présidentielle. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas d'alternative sérieuse, ils vont continuer à avancer. Et une alternative sérieuse, non, ça n'est pas un front électoral où en fait ils se mettent d'accord pour garder les places entre eux. Parce que, un dernier mot, hein, celui qui permet que le Parti socialiste soit en train de faire ses guignoleries aujourd'hui, c'est quand même la France insoumise. Parce qu'avant le NFP et avant la NUPS, Anne Hidalgo, c'était 2%. C'était la place qu'elle méritait. C'était le bilan de la loi travail, c'était le bilan de la politique du Parti socialiste. Ça correspondait à ce que les gens avaient compris de ce que c'était que la gauche de gouvernement libérale type Hollande. Ceux qui les ont réhabilités, qui ont fait applaudir Olivier Faure avec effectivement ce que tu dis, la participation aux manifestations de policiers, où il explique oui, il faut que la police puisse en fait s'opposer à ce qu'on la condamne. Mais c'est Mélenchon qui l'a fait applaudir. C'est Mélenchon qui fait qu'aujourd'hui, il y a un groupe parlementaire qui a autant de députés et qui peut peser à ce point sur la recomposition du macronisme. Donc on voit bien qu'en réalité, ces alliances électorales, quand elles ont pour but uniquement d'avoir une majorité parlementaire en se battant pour des places, elles ne permettent absolument pas d'affaiblir le macronisme, les classes dominantes. Au contraire, elles permettent de le réhabiliter. Oui, moi j'ajouterais un point, c'est qu'il faut quand même contextualiser cette alliance. Elle n'est pas sortie de nulle part. Elle était parce que, en fait, on était à un moment où on était à 2 doigts du RN au pouvoir. Et on a tendance à oublier en fait qu'il y a même pas un an, là, enfin aux dernières élections législatives, c'est le RN qui aurait dû gagner. Que tous les chiffres, les sondages, etc., montraient que le RN allait gagner, il y a même des sondages qui lui donnaient une majorité absolue, ou en tout cas une majorité relative, etc. Donc, on était en une situation de telle crise, de tel danger, etc., que, à mon sens, l'union de la gauche était la seule solution. Et je pense, moi, contrairement à Elsa, qu'en effet, heureusement qu'il y a eu cette union de la gauche, et heureusement qu'il y a eu ce moment où le pays a dit non à l'extrême droite, et il y a eu ce front républicain qui a marché, même si aujourd'hui, on peut considérer que c'est en attente, finalement, on a rajouté une marche, mais qu'au final, le résultat serait le même, ce qui est encore tout à fait possible. Je considère quand même que le devoir de toute personne républicaine, c'est de faire l'union quand il y a l'extrême droite aux portes du pouvoir. Le problème aujourd'hui, il est assez simple pour moi, c'est que une partie des macronistes, la droite, qui était républicaine, etc., s'est mise depuis quelques années à parler comme l'extrême droite, à faire des lois sur l'immigration, à remettre en cause le droit du sol, à parler de submersion migratoire, à reprendre les codes, le langage, l'imaginaire, les obsessions de l'extrême droite, avec vraiment en validant donc l'idée qu'il y a un danger migratoire et qu'il y a un problème sécuritaire en France, qui est faux, donc de dire en gros que les combats historiques du Rassemblement national étaient les bons. Il y a une étude très intéressante dans The Guardian, un journal anglais, qui a montré une chose que je trouve très importante, qui est que partout en Europe, où les droites modérées se sont mises à reprendre les thématiques de l'extrême droite pour essayer de contrecarrer sa prise de pouvoir, ça a toujours abouti à la prise de pouvoir ou une augmentation considérable des points de l'extrême droite. Donc en réalité, on est aujourd'hui dans une situation politique où l'extrême droite n'a pas besoin
de jouer trop la radicalité. Moi, c'est comme ça que j'interprète ces actions politiques récemment. C'est vrai que ça m'a étonné, Gérard Ferrand, que le scandale absolu de sa nomination au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire un proche d'Emmanuel Macron, une personne qui n'a aucune compétence en la matière, une personne qui est en plus, qui a un certain nombre de... En tout cas, qui est éthiquement pas irréprochable, se retrouve in extremis à la tête du Conseil constitutionnel. C'est un scandale démocratique. Et ça m'a étonné que le Rassemblement national s'abstienne et donc lui donne de facto la tête de cette institution. Je pense que le Rassemblement national joue la carte vraiment de on joue le jeu des institutions, on joue le jeu de la respectabilité, etc. Parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de jouer la radicalité, parce que la radicalité, elle se fait dans le mot des autres, dans le langage des autres. Ils savent très bien que François Bayrou, quand il a se justifié hier à l'Assemblée nationale sur la question de submersion migratoire, et qu'il commence à parler d'un Africain, d'un étudiant africain, d'un écolier africain qu'il y avait dans sa classe à Pau, c'était horrible. Ouais. Un moment de malaise et épouvantable devant l'Assemblée nationale. Mais le Rassemblement national sait très bien que ça, c'est des points en plus pour eux. Ils savent très bien que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des points en plus pour eux. Ils savent très bien que Bruno Retailleau, moi je ne pense pas qu'ils s'inquiètent de Bruno Retailleau, qui est une figure qui quand même a droit de prendre l'ampleur, etc. Je pense qu'ils sont ravis de la situation parce que Bruno Retailleau parle comme Marine Le Pen, parle même des fois plus, encore plus, parfois encore plus radical que Marine Le Pen sur certains sujets. Ils savent très bien que ça va les avantager. Donc le Rassemblement national, eux, attendent patiemment qu'ils recueillent tous les fruits de ce qui se passe aujourd'hui. La question pour la gauche, maintenant, c'est face à ça, en effet, que faire ? Et je suis d'accord avec Elisa sur un point, c'est que la ligne molle, SOSDEM, on fait des compromis avec le gouvernement, ne fonctionnera pas. Ce qui était intéressant avec le NFP, c'était quand même sur un programme qui n'est pas révolutionnaire, mais c'était quand même un programme un peu plus de rupture que, on va dire, ce à quoi la gauche nous avait habitués. Je trouvais d'ailleurs, moi, que ça n'allait pas du tout assez loin sur plein de points, mais il y avait un programme qui était un vrai programme de gauche. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et peut-être que c'est par les idées, par ce que la gauche peut apporter. Les critiques contre Marine Tondelier, je les entends. C'est quelqu'un qui, idéologiquement, n'est pas totalement... Oui, mais il y a voilà. Maintenant, je pense que, par exemple, les écolos peuvent se retrouver sur un programme de décroissance, un programme qui met un coup d'arrêt à un capitalisme, etc. Je pense que les écolos, une grande partie des écolos, qui en plus, avec la jeunesse, se retrouvent beaucoup dans ces thèmes-là, peuvent se retrouver dans un vrai programme de gauche. Maintenant, je pense que ça se fera sans le Parti socialiste. Mais c'est vrai que je reste quand même très circonspect sur la capacité de la gauche de gagner face au Rassemblement national. Mais on verra. Merci Elsa, merci Mathieu et merci à vous d'avoir regardé Toujours debout. N'hésitez pas à nous donner votre avis en laissant un petit commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou bien un mail si vous nous regardez à la télévision. Continuez à nous soutenir, à soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr.